Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous et à tous. C'est avec grand plaisir qu'au nom de l'Association Jeunesse africaine pour l'environnement, nous vous accueillons aujourd'hui pour ce second webinaire dans le cadre de la série des éco-webinaires par Jeunesse africaine pour l'environnement, qui va porter aujourd'hui sur les réglementations de l'Union européenne pour la protection de l'environnement en Afrique, entre théorie et réalité. Par ailleurs, nous nous réjouissons de recevoir comme expert M. Stanislas Domakra, qui est chef de département environnement et ressources naturelles au cabinet Coris, qui est basé en République centrafricaine. Je suis Chancia Ivala, présidente de Jeunesse africaine pour l'environnement et votre modératrice de cette matinée. Donc maintenant, je vais laisser notre expert qui va nous exposer les enjeux de la thématique du jour. Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne matinée et des échanges fructueux à la fin de l'intervention de notre expert. Monsieur Domakra, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chancia. Merci à tout le monde. Merci d'être là ce matin pour le webinaire. Comme Chancia l'a déjà dit, je suis Stanislas Ndomatra, chef du département des ressources naturelles et de l'environnement au bureau d'études Cori. J'espère que vous me suivez très bien, non? Oui, oui, très bien, on vous écoute. Oui, ça va. Ok, merci. Ok, merci. Bon, on peut commencer par les diapositives. Les commentaires Je viendront vais vous après. partager. Je vais vous partager la Euh, présentation. ok. Euh, Juste un instant, hop. la dernière page, j'ai déjà... Oui, ok. Merci beaucoup. La thématique autour duquel nous allons nous entretenir aujourd'hui porte sur les réglementations de l'Union européenne pour la protection de l'environnement en Afrique. D'entrée de jeu, je voulais d'abord remercier Josia et l'Agence africaine pour l'environnement pour la responsabilité qu'ils m'ont offerte. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être là toujours avec vous et de travailler sur les questions de l'environnement pas en RCA, mais en Afrique, tout pour moi. Cette thématique sur laquelle on doit échanger aujourd'hui, sur les recommandations de l'Union européenne pour la protection de l'environnement en Afrique, j'aimerais d'abord mettre deux points en exergue. D'abord, la présentation ne parle pas beaucoup plus sur les processus de réglementation ou bien les circuits de prise de décision au sein de l'Union européenne, que ce soit au niveau du Parlement ou de la Commission, avec tout ce qui se passe en interne avant que les décisions soient prises, mais beaucoup plus sur les produits finis, ce qui est publié, ce qui est validé, ce qui est promu déjà et à mettre, pour mettre en œuvre, et aussi la mise en œuvre au niveau des pays africains. Quand je dis pays africains, j'ai dit théorie et réalité. La théorie, c'est tout ce qui est dit, tout ce qui s'est dit et tout ce qui euh, est développé. Et la réalité, c'est beaucoup plus le contraire ou bien ce qui n'a pas pu marcher ou bien les défauts, les limites de ces, ces dispositions-là. Donc, ça ne sera pas un cours spécifique sur l'Union européenne et ses réglementations, mais beaucoup plus sur les réglementations que l'Union européenne a émises et puis les mises en œuvre au niveau de l'Afrique. Vous allez voir le plan, je parlerai sur les enjeux environnementaux, cadre de la déforestation. C'est parce que beaucoup plus au niveau de l'Afrique, c'est cet aspect-là qui est en premier lieu sur les questions de la protection de l'environnement et aussi le concept de base de l'action de l'Union européenne, en quoi c'est fondé et les instruments développés. Et je reviendrai beaucoup plus sur l'accord de partenariat volontaire sur l'un des instruments de l'Union européenne, ou sur la réglementation de zéro déforestation. Euh, et à la fin, les difficultés, comme a dit le plan. Merci, Chancelier. Le côté diapo. Donc, de jeu, ce qu'il faut retenir tout au long de cette présentation, c'est que la politique de l'Union européenne couvre une multitude et varie de thématiques, que ce soit l'agriculture, l'air, le changement climatique, le foncier, la protection même des peuples autochtones, la protection des personnes vulnérables et autres. Donc, du coup, c'est plusieurs thématiques qui entrent en ligne de compte. Et si on revient sur les réglementations au niveau de l'Union européenne,
on dit souvent que la directive Oiseaux, qui était de 1979, qui concerne seulement la conservation des oiseaux sauvages, a été considérée comme la première pierre à l'édifice de la politique européenne de l'environnement. Parce que c'était au moins un document ou une directive qui a au moins donné du goût à la protection de l'environnement. Pas spécifique, l'environnement en général, mais à travers la protection des oiseaux et par ricochet, c'est aussi la protection de l'environnement. Donc, du coup, on a donné à cette directive la place de première pierre à l'édifice en termes de politique de l'Union européenne concernant la protection de l'environnement. Après cela, il y avait l'acte unique européen de 1986 qui a prévu au moins pour la première fois une compétence spécifique, c'est-à-dire que là, c'est au moins de manière formelle. Bon, une directive, comme vous le savez, c'est juste des, des points sur lesquels on s'est mis d'accord pour que tout le monde puisse respecter. Voilà, 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 on va faire. Mais même formellement, pour la, l'Union européenne, pour mettre en place formellement un document ou un cadre juridique, c'est cet acte-là de 1986 qui a mis en place ou du moins la Constitution de l'Union européenne, une compétence spécifique sur le plan environnemental. Donc, cette politique est ensuite dans le domaine de codécision, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est la politique législative ordinaire et spécifique pour l'Union européenne de prendre des décisions avec le traité de Maastricht que tout le monde en connaît déjà. Donc, voilà à peu près les deux points premiers qui va au moins galvaniser la procédure ou le processus de l'Union européenne sur la réglementation sur la réglementation qui concerne la protection de l'environnement au niveau de l'Union européenne. Urgentière. Oui, je vous suis, je continue. OK. L'autre point, c'est le traité d'Amsterdam de 1947. C'est là que ce traité a reconnu, a inséré dans les documents le développement durable. Bon, le développement durable, vous savez que déjà depuis Brundtland et jusqu'à 92, au traité de sommet de la Terre, cette question commence déjà à revenir. Mais au niveau des Européens, ils ont inscrit ça. Ils ont pris en compte déjà, ils ont pris en compte, mais pour introduire dans les documents, c'est lors du traité d'Amsterdam qu'ils ont intégré ce concept de développement durable qui répond aux besoins présents et ça augmente la capacité de génération future, comme on le dit. Et l'autre traité de Lisbonne, je dis que c'est là où moi, c'est là que je dis, c'est en ce moment que, au début, là, tout ce qui s'est dit au niveau de l'Européen, la réglementation, tout ça là, c'est beaucoup plus interne à l'Union européenne. C'est la réglementation de l'Union européenne, comment les gens, les pays membres de l'Union européenne doivent agir et interagir concernant la protection de l'environnement. Donc, du coup, à ce niveau, c'est le niveau de l'Union européenne. Mais maintenant, pendant le traité de Lisbonne, en 2007, c'est ça l'objectif qui est ajouté, c'est que l'Union européenne parle au-delà de son territoire. Ça veut dire que tout ce qu'il fait au niveau de l'Union européenne doit aussi plus en compte au niveau international. Ça veut dire comment cette politique de protection de l'environnement, pas seulement au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau international pour arriver jusqu'au niveau de l'Union européenne. Parce que c'est que lorsqu'on on protège seulement au niveau de l'Union européenne, les impacts peuvent venir d'ailleurs, ou les causes peuvent venir d'ailleurs. Donc, il faut commencer à intervenir au niveau international ou sous-régional, ou bien même planétaire, pour que les politiques ou les réglementations que l'Union européenne met en place puissent avoir un impact au niveau et de l'Union européenne au niveau international. C'est là que j'ai voulu rappeler ce traité pour revenir sur la question des traités de réglementation de l'Union européenne pour protéger l'environnement en Afrique. Parce que au niveau de ce traité-là, c'est l'élargissement de la compétence de la politique de l'Union européenne au niveau international. Oui, j'en suis. Voilà. Donc, pour revenir au niveau de l'Union européenne, il y a beaucoup de politiques qui sont mises en place, les réglementations. C'est comme je l'ai cité ici. Le 8e programme d'action pour l'environnement qui guide l'action environnementale de l'Union européenne. Et là, c'est pour la période de 2021-2030.
il y a toute une panoplie de protection, des mesures de protection qui ne concernent pas que seulement l'Union européenne, mais ça rappelle les membres de l'Union européenne à l'ordre lorsqu'ils vont développer des politiques en matière de l'économie circulaire, les gaz, les, la biodiversité, les ressources naturelles, tout ça là. Donc, tout ça là, tout est balisé pour que l'Union européenne puisse être vraiment au top des pays hein, qui respectueux de l'environnement pour moi en termes de développement et autres, et jusqu'à arriver à la pollution zéro. Et en plus de ça, et avec le taux de l'UPN, c'est également fixé des engagements chiffrés les plus ambitieux. C'est dû à ce qu'ils reçoivent. Et ils ont pris, on passe par exemple en termes d'exportation, l'Union européenne a su qu'il a, dans ses exportations importantes, il y a aussi ces émissions de gaz à effet de serre, il y a des activités qui aussi qui enfreignent la protection de l'environnement. Donc, du coup, ils ont pris des engagements ou bien des initiatives pour que tout ce qu'ils font en termes d'exportation et d'exportation, ils donnent un peu de cet aspect-là pour répondre à cet aspect de développement durable, pour ne pas enfreindre le développement durable. Donc, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour atteindre un développement durable, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit en dehors de l'Union européenne. Oui, Josiah, le prochain diapo, là, c'est pour revenir spécifiquement en Afrique, pourquoi l'Union européenne puisse prendre des réglementations pour protéger l'environnement en Afrique. Après, il y a plusieurs études, plusieurs analyses qui se sont faites, que ce soit les grandes institutions, CIRAD, le budget TRIA et autres, qui ont fait beaucoup d'études et d'analyses, ont donné que la déforestation est la cause principale, hein, donc, du moins sur la dégradation, de la réduction de la forêt à cause du changement climatique en Afrique ou de la perturbation ou bien de la destruction de l'environnement. C'est ça la première cause. Et par ricochet, du coup, c'est ces activités qui entraînent cette déforestation, ça, l'exploitation forestière, artisanale, beaucoup plus illégale, on le dit souvent, parce que pour l'exploitation industrielle, on dit aujourd'hui, les sociétés font de l'exploitation aménagée, donc c'est de manière durable ou bien ils pratiquent ce qu'on appelle l'exploitation à faible impact. Donc, ça veut dire qu'on minimise un peu l'exploitation industrielle, mais on ne peut pas totalement retirer ça des causes de dégradation des forêts parce que lorsqu'on va mettre en place une usine de transformation où c'était la création de bases de vie, à la création des routes, tout ça, donc ça aussi, ça contribue à la dégradation ou à la déforestation de la forêt. Et il y a aussi l'aspect de, de brousse qui existe et autres activités tout ça, là, qui intervient. Et beaucoup plus lorsque, pour l'autre délégation que l'Union européenne a prise, c'est l'aspect agriculture qui a été en premier lieu, parce qu'ils ont compris qu'il y a des activités de l'agriculture qui causent beaucoup plus de dégâts au niveau de la forêt. Et ils ont cité même, bon, on va revenir sur la réglementation, sur les produits qui doivent respecter la protection de l'environnement ou la déforestation avant d'être exportés au niveau de l'Union européenne. Les palmiers, huilés et autres, qui sont IVA, qui ont des impacts sur les produits dans l'espèce de la protection de l'environnement avant d'être importés ou exportés au niveau de l'Union européenne. Et ce n'est pas seulement l'agriculture, comme j'avais dit tantôt, sur le plan de l'expansion industrielle. Sur la présentation, je vais seulement revenir sur deux points capitaux, deux réglementations, l'autre sur la propriété forestière et l'autre sur
l'agriculture, quand je viens de le dire tout à l'heure là. Donc, pour l'exploitation forestière illégale sur les forêts mondiales, d'après un rapport de la Banque mondiale, autre rapport qu'ici, l'Union européenne a su qu'il y a eu beaucoup de pertes au niveau des pays africains qui, du fait de l'exploitation illégale des forêts, a fait que ces pays exportateurs du bois perdent beaucoup en termes de taxes, en termes de revenus pour la caisse de l'État. Donc, du coup, l'Union européenne a vu que la majeure, du moins une meilleure partie de cette exportation, ces pays vont au niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi en 2003, il y a eu ce plan d'action tracté, dans lequel il y a des dispositions qui concernent et les pays européens et d'autres les pays africains. Et pour les pays africains, c'est ce qu'on appelle l'accord de partenariat volontaire APV, qui concerne les forestiers du bois. Donc, tous les bois qui vont respecter toute la réglementation en termes de protection de l'environnement, l'aménagement, autochtone, de culture locale et tout ce qui va avec. Donc, du coup, pour que un bois parte de l'Afrique ou bien des pays producteurs de bois, signataires de l'accord, il faut que ce bois puisse répondre à beaucoup de critères en termes de protection de l'environnement, en termes de recettes fiscales, en termes de droits des peuples autochtones et de culture locale. Donc, du coup, ça devient une obligation pour tout pays d'avoir la licence flexible pour euh, exporter simplement. Comme je disais tantôt, l'objectif principal de la PV, c'est pour améliorer le secteur forestier. Mais aussi, il y a oui, tu peux avancer. Euh, la réglementation, le RBE qui concerne le bois sur le territoire européen. Donc, la réglementation concerne aussi et les sociétés ou les commerçants européens qui exportent. C'est-à-dire que cette réglementation les concerne aussi de ne plus importer des bois illégalement exploités ou bien des bois qui ne répondent pas aux normes de protection de l'environnement lorsqu'ils sont exploités, lorsqu'ils sont coupés et acheminés jusqu'au niveau de l'Union européenne. Voilà. L'autre point sur la réglementation concernant l'exploitation industrielle du bois ou l'exploitation du bois. L'autre réglementation, ce règlement 1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union européenne et à l'exportation à partir de l'Union européenne de certains produits de base et des produits associés à la déforestation et la dégradation. C'est ces produits-là que j'avais cités tout tantôt, euh, l'élevage, cacao, VIA, café et autres, palme à huile. Donc, ces produits doivent être exportés au niveau de l'Union européenne lorsqu'ils répondent aux normes de protection de l'environnement, aux normes qui réduisent un peu la déforestation. C'est-à-dire que cette exploitation ne doit pas causer la déforestation au niveau du pays producteur pour que ça puisse être importé au niveau de l'Union européenne. Donc, mais une barrière, en sorte que tous les produits qui vont aller au niveau de l'Union européenne doivent respecter la protection de l'environnement dans leur processus d'exploitation, que ce soit le café, que ce soit le cacao, que ce soit le produit d'élevage, que ce soit du VIA, que ce soit le produit de palme à huile. Donc, ça doit respecter la protection de l'environnement avant d'arriver au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est cette réglementation-là qui a été, qui est devenue effective. Bon, c'est ce qui pose problème, c'est là que je veux parler de la réalité. Et là, c'est toutes les théories que l'Union européenne avait mis en place. Mais au niveau national, qu'est-ce qui a été fait dans ces pays africains producteurs que ce soit des produits d'élevage, cacao, urea, tout ça là, palme à huile, ou bien de l'exploitation des forêts à travers les bois d'œuvre. Au moins, ce qu'on peut, on peut reconnaître de ces réglementations, au moins, je prends l'exemple beaucoup plus de la pêche africaine.
du Cameroun, du Congo, que je connais très bien au niveau de la sous-région. Mais spécifiquement pour la RCA, je crois qu'il y a aussi des avancées, en ce sens que, à travers tous ces processus, ces réglementations que l'Union européenne a mis pour exiger aux pays de respecter l'environnement dans leurs exportations, je vois qu'il y a des institutions ou des organes qui ont été mis en place, des organes qui n'existaient pas, même au niveau de certains ministères, des comités interministériels qui travaillent même en commun accord. Dans les ministères, il y a parfois, par exemple, au niveau des eaux il y a un secrétaire technique permanent pour la PV. Ainsi donc, dans chaque ministère, vous allez voir qu'il y a sur le plan institutionnel des organes qui ont été mis en place pour la mise de cet accord et autres. Et aussi, sur la base de ces réglementations, plusieurs analyses ont été faites, des études sur le plan de la préservation de l'environnement, que ce soit sur l'exploitation forestière, que ce soit sur l'agriculture, sur tout ce que le pays fait. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées et des projets qui ont été mis en œuvre pour préparer la mise en œuvre de ces réglementations-là. Par exemple, l'APV, il y a eu plusieurs projets qui ont été financés par l'Union européenne pour préparer le pays à la mise en œuvre de l'APV, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de la société civile. Donc, il y a plusieurs projets qui sont appuyés pour préparer le pays à la mise en œuvre de la réglementation. Et aussi, il y a eu des réformes juridiques importantes. Lorsqu'on avait, lorsque le pays a ratifié ou bien signé ou prend part aux accords avec l'Union européenne, par le cas de l'APV et, ou bien de la réglementation. Donc, il y a des réformes juridiques qui sont importantes qui ont été faites parce que pour éviter les difficultés juridiques pour l'application de ce texte, il y a eu des importantes réformes juridiques au niveau national. Et l'autre point qu'on peut qualifier de mieux au niveau de ces activités, c'est la participation active des parties prenantes. Vous allez voir que pour tous les processus au niveau de l'Europe, la participation de tous les parties prenantes est de mise. Ça veut dire que c'est une condition auquel on ne pourra pas déroger. C'est une condition auquel on ne pourra pas déroger. Donc, ça donne un peu de la visibilité aux parties prenantes au niveau national. Je crois que depuis avant l'APV, même s'il y avait des rencontres tripartites ou bien avec tous les parties prenantes en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles, mais depuis que l'APV est venu, on a vu qu'il y a des comités qui sont mis en place dans lesquels il y a tous les collèges d'acteurs qui tiennent des réunions périodiques et qui se partagent les informations. Et puis, il y a le synergie-là, et puis tout le monde s'intéresse à ce que fait l'autre. Et ça a créé au moins un climat de confiance. Auparavant, chacun ne savait pas ce que l'autre fait. On se regardait au chien de faïence, mais après qu'on a eu à avoir des réunions de communauté dans lesquelles on se regroupe à chaque fois et il y a ce climat de confiance qui revient. Euh, Jean-Charles, tu peux avancer. Maintenant, je reviens sur la question des réalités. Ça veut dire qu'en termes de mise en œuvre de ces réglementations-là, le problème, la réalité qui est là, il faut reprendre que tous ces processus, toutes ces réglementations, je parle de ces deux réglementations-là, c'est un processus descendant. Ça veut dire que c'est l'Union européenne, même si consulte les pays africains, mais vous allez voir que tout vient de l'Union européenne. L'Union européenne dit que pour ça, il faut ça, pour ça, il faut ça, pour ça, il faut ça, pour ça, et ça. Or, si c'était un truc qui est basé de manière passagère, comme le existe entre deux pays, les pays africains, ça c'est une bonne chose. Mais vous allez voir que tout vient d'en haut, soit, disons, de l'Union européenne. Donc, du coup, on ne sait pas. Pour certains, c'est tombé sur la tête comme ça. Pour certains, ils sont un peu informés. Pour certains, même, je donne l'exemple de la dernière réglementation concernant zéro déforestation. On a été consulté individuellement en tant qu'expert sur ces questions et à la fin, la décision est tombée. Aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un, un agriculteur ou bien même le ministre de l'Agriculture, cette réglementation, peut-être c'est un tiers des personnels qui pourront maîtriser cette réglementation ou bien qui sont impliqués dans.
la mise de cette réglementation. Ça dit même la publication, lorsque c'est arrivé, cette personne n'a pas cette réglementation-là, ça dit quoi? Et, vous voyez, donc, c'est ça le grand souci de la réglementation au niveau de européenne en termes de mise en œuvre, parce que toutes les grandes décisions, les personnes ficelées au niveau de l'Union européenne et ça descend pour que ça puisse être appliqué au niveau national. Donc, du coup, ça crée un peu de, de réticence parfois ou bien de difficultés de mise en œuvre, et c'est suite. Donc, voilà à peu près le premier déficit pour la réalité de la mise en œuvre de ces réglementations au niveau des pays. La deuxième difficulté, c'est l'intégration dans le document juridique national. Vous allez voir que pour certaines activités ou certaines réglementations, c'est un peu difficile de, de l'internaliser ou bien de nationaliser. Euh, Parfois, le pays a déjà une réglementation rigide. Parfois, pour l'application de cette réglementation, il faut réviser même le code forestier ou le code de l'environnement. Et du coup, ça pose un problème parce que le processus pour réviser un code, bon, peut-être, ça varie selon les pays, mais au moins sur le contexte, ça, un truc peut prendre 2 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça varie. Et du coup, parfois, les pays prennent des dispositions, des mesures exceptionnelles pour la mise en œuvre et autres. Donc, du coup, ça cause aussi des difficultés dans l'intégration de ces dispositions au niveau national. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de difficultés pour l'intégrer parce que les aspects qui vont à l'encontre de ces recommandations ou bien des dispositions qui sont là, qui ne sont pas faisables et ainsi de suite. Donc, voilà, ça crée un peu de... Ça oblige les pays souvent à réviser beaucoup de textes et de documents. Donc, voilà, un peu près, c'est la réalité sur la mise en œuvre des questions pour la personne de l'Union européenne, des réglementations de l'Union européenne. La troisième difficulté, c'est beaucoup plus les difficultés financières. Vous devez voir que pour la mise en œuvre de cette réglementation, l'Union européenne exige des conditions pour financer. Par exemple, l'APV, la fois dernière, il y avait eu des promesses. Il y a un fonds qui était prévu, donc on n'a pas de l'Union européenne pour la mise en œuvre de l'APV. Et à un moment donné, l'Union européenne a suspendu même le financement. Bon, c'était justifié par la crise qui a connu la République africaine, mais au moins, ça a eu un impact. Et du coup, la suspension, la levée de cette sanction-là ne dépendait pas de la RCA, ça dépendait de la volonté de l'Union européenne. Donc, du coup, c'est devenu une condition euh, pour la mesure des conditions qui sont mises. Et en termes financiers, c'est un souci. En termes financiers, c'est un souci parce que pour la mesure de ces activités, par exemple, l'APV, lorsque l'APV a commencé à affecter, lorsque des appels à projets pour chaque année ou chaque 2 ans, et lorsque le projet est fini, il faut attendre un nouveau appel à projet. Donc, du coup, il n'y a pas une stratégie de durabilité financière qui est là. Donc, du coup, chaque fois, les partenaires au niveau national se tournent vers l'Union européenne pour chaque appel à projet. La fois dernière, c'était l'AFD. Bon, pas la fois dernière, c'était la FAO, FLECT. Maintenant, c'est revenu, c'est l'AFD qui va prendre les rênes, et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est les appels à projets que mettre en œuvre cette réglementation-là. Donc, du coup, il n'y a pas une durabilité financière qui est là pour permettre au pays de mettre en œuvre les activités et réaliser les activités conformément à la réglementation. Ainsi de suite. Par exemple, là, PVNS, on devait être le premier pays à délivrer les licence flectées parce que je crois que, ou si je me trompe, là, c'est le pays qui a moins duré pendant la négociation. Je crois que ça n'a pas pris plus de 2 ans. J'ai eu un truc de quelques mois. Donc, du coup, on pensait que la SCA, l'exemple pour tous les autres pays qui va délivrer sa licence flectée au moins de 3 4 ans. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et les difficultés persistent encore en termes de mise en œuvre de la PV. Donc, vous allez voir que les pays ont beaucoup de difficultés financières pour mettre en œuvre les activités parce que, un, l'Union européenne a promis de financer les activités, mais avec des conditions à ces pays-là pour mettre en œuvre tout ça là. Voilà à peu près les 3 points réels qui confrontent la mise en œuvre des réglementations de l'Union européenne en ce qui concerne
la protection de l'environnement en Afrique. Merci, hein. Oui, je vous remercie, Monsieur Domakra, pour votre présentation et tous les éléments relatifs à la réglementation, aux réglementations environnementales européennes qui intéressent le continent africain. Merci pour votre Oui. disponibilité ainsi que toutes les informations que vous nous avez partagées. Je demanderai à la salle, à nos collègues qui participent pardon, à ce webinaire, s'ils ont des questions. Avez-vous des questions? Vous pouvez les mettre dans le chat et je pourrais voilà, les partager avec Monsieur Domakra. Sinon, oui, alors, Monsieur Nana Kevin, oui, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Oui, vous pouvez parler Bonjour. plus fort, s'il vous plaît. Oui, on vous entend. Merci. Bonjour à tous. Vous Bonjour. m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour. Merci, madame, de me Oui, très passer la bien. parole. Et merci déjà à monsieur Stanislas pour sa brillante présentation. Oui. J'ai suivi beaucoup avec attention votre présentation. J'ai quelques questions à vous poser. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous nous avez fait comprendre que la principale cause de la destruction de l'environnement en Afrique, c'est l'exploitation forestière. Étant donné que 80% de la population africaine ne vivent que de l'agriculture et nous savons comment l'agriculture fonctionne, quel type d'agriculture vous conseillez aux Africains afin d'éviter la déforestation? Quel type d'agriculture doivent pratiquer les Africains? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question est la suivante. Dans votre exposé, vous nous avez, au niveau de la mise en œuvre avancée, vous nous avez cité plusieurs actions qui ont été menées par l'Union européenne en Afrique, à savoir la mise en place des organes, euh, je veux dire, oui, la mise en place des organes de mise en œuvre, plusieurs études réalisées par projet mis en œuvre, des formes juridiques. J'aimerais savoir, parmi parmi les études qui ont été réalisées, les projets mis en œuvre, est-ce que je peux avoir un exemple de ces projets? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question revient à l'intitulé de votre présentation. Le thème est intitulé Les réglementations de l'Union européenne pour la protection de l'environnement en Afrique. Théorie et réalité. Quelle est la théorie au sortir de cet échange que je peux retenir en termes de protection, en termes de réglementation de l'Union européenne pour la protection de l'environnement? Quelle théorie pouvez-nous nous conseiller? Là, je veux savoir au sortir de cet échange, je vais sortir de là avec une théorie que je peux mettre en œuvre dans l'optique de vouloir protéger l'environnement. Merci. Je vous remercie, Monsieur Nana. Je vous laisse, Monsieur Domakra, pour répondre aux trois questions. Si vous voulez que je les reformule, vous les avez notées. Oui, j'ai noté, merci. Bon, mais tu peux toutefois reformuler peut-être tous les autres. Oui. D'accord. Bah, la première question, c'était en lien avec le fait qu'il y ait la déforestation intensive en Afrique, dans certains endroits. Quelle agriculture voilà, proposer aux Africains qui permettent en fait voilà, de ne pas de pouvoir mieux user des réglementations, soit tant africaines qu'européennes. Deuxième question, quels sont les projets concrets que vous pouvez citer en lien avec les réglementations environnementales sur le continent? Et troisième question, les théories voilà, qui sont développées à travers les différentes réglementations en fait, que vous avez indiquées dans votre présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci beaucoup de l'intérêt et de vos questions. Euh, pour répondre à votre question, je crois que pour l'agriculture, comme vous le savez très bien que la majeure partie de la population africaine vivent de l'agriculture. Et aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Les causes de l'impact de l'agriculture sur l'environnement, c'est parce qu'on faisait beaucoup l'agriculture sur la base brûlée avec des techniques archaïques qui ne respectent pas l'environnement. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture climato-intelligente, c'est-à-dire c'est de l'agriculture qui respecte l'environnement, la cause de l'environnement.
Alors là, c'est pas quelque chose, c'est ce qu'est l'agriculture. L'Afrique doit adopter, mais comment intégrer ou bien former les Africains ou les cultivateurs africains à la partie de l'agriculture climatique intelligente ou résiliente au climat. Parce que là, aujourd'hui, les agriculteurs commencent déjà à subir les impacts du changement climatique. Aujourd'hui, on parle des perturbations des calendriers agricoles, tout ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de pas de dire que l'agriculture, bon, c'est l'agriculture climatique intelligente, respectant l'environnement avec des pratiques de développement durable, des pratiques qui mettent en sorte que faire en sorte que l'agriculture puisse respecter la personne de l'environnement et avoir beaucoup d'impact en termes de rendement et être bénéfique à la population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de l'agroforesterie, on parle de l'agriculture, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on dise quelle agriculture on va faire, mais beaucoup plus la stratégie, la manière, comment faire pour impliquer, pour intégrer cette activité-là au niveau sous-national, au niveau des agriculteurs, vraiment du village. Aujourd'hui, vous avez des directeurs régionaux d'agriculture. Pour une préfecture de 6 préfectures, vous allez trouver 2 techniciens. Comment ce technicien seul peut parcourir toute la préfecture pour former les gens sur l'agriculture climatique intelligente? Aujourd'hui, vous arrivez à la capitale, il y a une centaine des centaines de tracteurs qui sont donnés. Ben, ça arrive au niveau du village. Moi, j'ai beaucoup plus de l'aspect comment on peut faire pour intégrer cette activité-là, l'activité climatique intelligente ou bien l'agriculture durable dans nos politiques et s'agit de développement agricole. Il y a plusieurs documents que les pays africains développent en termes de développement agricole. Mais est-ce que ces documents-là sont mis en œuvre? Et puis, qu'est-ce que contient ces documents-là? Moi, je beaucoup plus ce développement, cette agriculture durable, respectant les respectueuses de l'environnement, avec des techniques appropriées et aussi disposer des compétences au niveau de concentrer pour appuyer les agriculteurs du jour en jour. Sinon, vous venez aujourd'hui, vous faites une formation, vous vous indiquez aux gens comment faire. Ils vont dire que, OK, c'est bien, vous repartez, ils vont revenir à la classe, je sais pas. Et l'autre aspect aussi, c'est cet aspect, regarde, Bon retour parmi nous, Monsieur Ndomakra. Vous nous entendez? Vous nous oui, entendez, mais non, Monsieur bon, Ndomakra? désolé. Oui. Non, ben, pas de Oui, très bien, problème, c'est merci. normal. Ouais, Pas de c'est revenu. souci. C'était un problème de connexion. Oui, oui, Euh, pas de souci. Vous Merci pouvez beaucoup. reprendre où vous Ouais, êtes en termes arrêté. de, Oui. ouais, non, je ne suis pas arrêté, c'est la connexion qui est c'est la nouvelle technologie, hein, c'est ça. Oui, oui, non, mais je dis, vous Tout pouvez pour moi. reprendre où vous êtes arrêté, en fait, dans votre intervention. Vous pouvez reprendre. Non, je vais répondre peut-être pour la dernière question. D'accord. Concernant la théorie, ouais, je crois que j'avais cité quelques théories ou peut-être l'approche. La théorie que j'ai dit ici, théorie, c'est que c'est tout ce que théoriquement l'Union européenne a développé. Mais il faut reconnaître que la théorie que j'ai pu moi, pour moi, retenir pour vous, je vais vous poser, c'est cette théorie de la mondialisation. C'est-à-dire que toute activité qu'on fait, ça ne doit pas être limité au niveau national. Vous êtes de portée internationale ou même en lien avec les activités internationales ou en lien avec les impacts. C'est-à-dire, on finisse une théorie qui permet à ce que on a un résultat ou un impact international. Donc, si on veut se limiter seulement à notre territoire, on n'en va pas faire grand-chose. Donc, cette théorie que le père avait développée pour que toutes les activités doivent avoir un impact international, les activités doivent être aussi développées au niveau international pour que tout le monde puisse contribuer à ce que nous voulons faire en termes de développement durable. Donc voilà, à peu près, si vous faut vous donner une théorie à retenir, c'est voilà cette théorie, comment j'apprécie de l'Union européenne, de tout ce qu'ils ont fait en termes de réglementation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Ndomakra. J'ai une question pour vous. Ma question porte sur les différents types de projets, par exemple, comme exemple que vous pourriez nous donner, qui bénéficieraient à la protection qui est reconnue à travers les réglementations environnementales européennes que vous avez mentionnées dans votre présentation. Parce que si vous avez, par exemple, dans votre cabinet, si vous avez, si vous pouvez, hein, bien sûr, partager de l'information, si vous avez un exemple de projet qui a pu bénéficier, notamment à travers aussi, quand vous avez parlé de la durabilité financière, qui a pu bénéficier, en fait, voilà, de réglementations européennes et non seulement bénéficier
du fait de la réglementation, donc la norme, l'application de la norme, mais aussi comment dire, la préservation sur terrain en pratique en fait de l'environnement qui a en fait permis l'exploitation industrielle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chancia. Je pense que je pourrais vous donner, je peux donner un exemple. Notre bureau a été retenu pour assister le pays sur le processus CAFI. Aujourd'hui, avec l'appui de l'Union européenne, on a pu établir les trois zones de projet pilote. On va faire déjà une étude de faisabilité. C'est des projets de la zone du sud-ouest, là où il y a, je vais dire, toute l'exploitation forestière. Parce que là, il y a deux zones, deux massifs, l'autre au sud-est et l'autre qui est déjà exclusivement la conservation, et l'autre au niveau du sud-ouest qui est déjà à l'exploitation industrielle. Et nous avons développé cet aspect, ce processus de café. Nous assistons techniquement le gouvernement africain dans le processus. Et au niveau du sud-ouest, on a eu avec beaucoup d'activités de la zone des habiletés. Et on marche même de ce processus, ce appui financier. Même au niveau du bureau, on a réalisé des études sur la filière cacao, par exemple, dans le Bomo, dans le sud-est. Donc, il y a tout ce processus-là que le bureau a mis en œuvre pour appuyer le financement de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, bon, je dis aujourd'hui, nous sommes en négociation avec l'APD qui veut nous encore donner un peu de moyens pour partir au-delà de Beaumont, pour élargir les études au niveau du sud-ouest, au niveau du centre, pourquoi pas pour dans le nord. Donc, du coup, aujourd'hui, on a ce, cette conférence de l'Union européenne ou bien de l'APD qui voit ce qu'on avait déjà fait avec l'appui technique qu'on avait fait dans le processus CAFI. Donc, voilà un projet que je pourrais vous donner. J'ai pu partager le draft, l'étude de faisabilité de toutes les trois zones. Et comme ça, vous allez voir les détails de ce qui a été fait dans le cadre de ces études-là. Je vous Et aussi, je remercie. pourrais même les bénéficier Oui, pardon. pour compléter que actuellement, avec la FAO aussi, nous travaillons sur le tri, la restauration des paysages forestiers dans l'axe l'axe Boili et Damaradan. C'est nous qui appuyons avec notre budget de ciel et la FAO Iteria pour cette activité-là. Donc, il y a toute une panoplie d'activités qui se menent. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, une question de Madame Tapimali, s'il vous plaît, vous avez la parole. Ensuite, Monsieur Nana. D'accord, bonjour, est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Oui, je vous suis très bien, madame. D'accord, c'est super, j'ai cru que le réseau était encore parti. Qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, bonjour tout le monde. Merci à la jeunesse africaine pour l'environnement de nous donner cette plage de discussion. Et surtout, deux fois merci à l'expert du jour par rapport à son intervention, par rapport à sa présentation de laquelle j'ai retenu beaucoup de nouvelles choses. Et l'occasion faisant le larron, j'en profite pour poser deux questions par rapport à deux points qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier point, c'est quoi? Je crois, c'était lié à la durabilité financière. J'ai envie de te demander comme ça spontanément quelles astuces ou alors quelles bonnes pratiques l'expert conseillerait aux États ou aux parties prenantes essentielles au niveau local pour assurer la sauvegarde des mesures protectrices de l'environnement adoptées, la pérennité et même la durabilité financière des projets après le retrait du bailleur de fonds. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, je pense que je suis un peu embêtée en la posant parce que je ne sais pas si l'expert y a apporté des réponses pendant son exposé parce que pendant l'exposé, j'ai eu des petits soucis de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été éjectée de la salle. Donc, après, je suis revenue. Donc, du coup, je ne sais pas si ça a été abordé. La seconde question, elle était relative aux directives, aux réglementations. Voilà. Quand on sait que la plupart de ces réglementations doivent être domesticated, comment on dit ça, doivent être domestiquées, doivent être reçues au niveau national pour être appliquées, et que dans la plupart des cas, nos États les appliquent lorsqu'elles se posent comme des conditionnalités pour faciliter peut-être le commerce à l'international et tout. J'ai envie de savoir, looking at your own country, dans votre pays à vous, quel est le niveau
de réception de ces normes-là dont vous avez parlé? Quel est le niveau de réception, de domestication de ces normes-là? Pour être un peu plus rationnel, juste au niveau de votre pays, est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de mesurer le niveau je sais pas comment on dit ça, de domestication de ces normes-là? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de faire ça? De Voilà, c'était ça mes l'applicabilité, vous questions. voulez dire l'applicabilité des normes, c'est ça? Parce que- Ouais, oui, parce que c'est vrai que quand on parle de ces réglementations et tout, au niveau national, on sait que voilà, pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles soient domestiquées d'abord. Et la domestication, elle dépend énormément de la volonté politique. Et les hypothèses où on veut bien appliquer certaines choses, c'est parce qu'on sait que voilà, ce sont des conditionnalités peut-être pour faciliter le commerce international. Je pense que l'ESP a bien relevé cela. Et du coup, je me demande au niveau de son pays, par rapport aux normes dont il a fait allusion, est-ce que au niveau de son pays, ils ont les outils pour mesurer le niveau de réception de ces normes-là? C'est la question que je pose. Merci. Chancia, Je suis là, je peux répondre, pardon. non? Oui, oui, vous voulez que je reformule les questions ou vous les avez notées? Oui, j'ai noté, mais ça me fait plaisir, c'est plaisir que tu puisses les reformuler. D'accord, ok, je vais les reformuler. Donc, première question, quelle est la pratique pour assurer la pérennité et la durabilité des projets, en fait, après le retrait du bailleur de fonds? Et après, deuxième question, le niveau, en fait, de réception de ces réglementations, notamment dans le sens de l'application et Madame Tapimali a utilisé le mot domestication. Je pense que vous pourrez après nous expliquer ce que vous entendez par ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chancia, pour la reformulation. Je crois que pour la première question, en termes de durabilité financière, euh, moi, d'abord, je peux lever deux points ou trois si ça va venir. D'abord, c'est l'appropriation du processus ou de l'appropriation du projet au niveau national ou au niveau communautaire. Et lorsque les gens s'approprient d'un projet et ont vu la pertinence, lorsqu'ils vont s'approprier, ils vont vu la pertinence, ça va assurer la durabilité, même des impacts du projet. Et quand les gens s'approprient du projet, ils vont vu la pertinence, ils vont même projeter la durabilité, même financière. Et place au niveau communautaire, je pourrais le dire. Mais au niveau national, d'abord, lorsqu'il y a un projet financé par l'Europe ou bien tout donné par l'Europe, d'abord, le premier déficit, c'est qu'on n'a pas cet aspect de contrepartie, ou bien on peut dire contribution nationale à un projet. Tout projet, vous allez voir que 90%, même si on met dans le projet la contribution nationale, on voit la contribution, on dit que la contribution, c'est en nature ou bien en numéraire ou bien en industrie. On va dire que non, la contribution RCA, c'est en industrie ou bien la compétence va mettre les compétences en jeu pour la mesure de projet, tout ça. Donc, du coup, vous allez voir que de tout ce que le bailleur a donné, rien au niveau national est prévu pour que, si le bailleur n'est pas là, le projet puisse continuer. Donc, moi, beaucoup plus, ce qu'il faut, c'est d'avoir l'appropriation du projet et il faut qu'on ait l'esprit de la contribution nationale. Et lorsque les gens s'approprient du projet et ont vu la pertinence, ils peuvent s'engager à appuyer financièrement la suite du projet. Vous ne savez pas qui vont développer du projet. Au niveau national, il faut que le pays a une politique de contrepartie dans le cadre de projets pour permettre, pour prévenir la durabilité financière. Par exemple, au niveau de la République africaine, il y avait eu un Fonds national pour l'environnement. Ce fonds permettait de mettre en œuvre des activités de projet de l'environnement. Ça pourrait aussi contribuer à une contrepartie du pays à des projets internationaux ou que les bailleurs financiers. Mais si vous voyez dans la pratique, c'est autre chose, si je me permets. Et donc, moi, les déficits que je vois dans les pays en termes de durabilité financière, par contre, on entend tout de l'extérieur. Tout de l'extérieur. Parfois même, on se permet de dire qu'on fait un atelier pour la formation, pour la société civile. Ils disent qu'il faut que les conditions soient réunies. Il faut qu'on leur paie la bouffe, le transport,
tout et tout et tout. Voyez-vous? Donc, il faut que cette prise de conscience de, de la prise en charge même, soi-même, des petites choses qui peuvent contribuer à grand chose. Voilà à peu près le déficit qui est au niveau national. Même un pays, même pour signer un document, parfois, un ministère se fait passer, tu peux te faire passer 2 semaines hein, pour un avis, mais une invitation. Papa, on dépend des activités. Nous sommes consultants, nous sommes notés par le temps, par les papa, pour que le ministre ou bien le SCAP signe une invitation pour la tenue d'un atelier, d'une étude. C'est un souci. Vous voyez, dans la contribution, l'appropriation des projets, ils pensent que tout ce que les gens font, c'est pour leurs intérêts et eux, ils n'ont pas d'intérêt. Donc, ça, du coup, ça fait en sorte que ils se limitent à ce qu'ils ont reçu. Donc, il n'y a pas une appropriation au niveau national et puis une volonté, comme vous l'avez dit, mais une volonté politique pour soutenir financièrement les activités initiées même par les partenaires ou bien au niveau national. Et du coup, ça pose problème. Et aussi, nous, on a des budgets, des lois budgétaires, non? La loi de finances qui se développe. Mais vous allez voir qu'il y a des lignes même qui concernent par exemple l'environnement. Vous allez voir 2 milliards, mais à la fin de l'année, l'argent est consommé. Je vous ai demandé qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ces activités, quelles sont les activités financées par le Fonds concernant l'environnement. Vous aurez des problèmes avec les réponses. Donc, du coup, vous allez voir qu'il n'y a pas une volonté ou bien une appropriation, conscience de contribuer à ce qui nous intéresse. Donc voilà, à peu près, moi, ça, c'est cette là qui fait qu'on n'a pas cette responsabilité financière parce que ne parvient pas tout financer jusqu'à même papier hygiénique. Permettez-moi. Vous voyez? Voilà à peu près ce que je peux dire sur la question de l'habilité financière. Donc, on doit s'engager, on doit mettre la main à la pâte et on doit au moins se valoriser, au moins prendre des choses en main et contribuer au moins à ce que si on te donne 100 francs, au moins tu as la capacité de donner 10 francs au moins pour compléter avec ce que tu dois faire. Voilà à peu près cet aspect. La durabilité financière, c'est beaucoup plus au niveau national. Les partenaires ont fait ce qu'ils peuvent, mais c'est au niveau national de s'approprier du projet ou bien et d'évaluer le financement, de voir comment se parler de compléter puis s'engager dans la durabilité financière au niveau national. Concernant la réglementation nationale, ce que je disais tantôt, hein, c'est qui discute de beauté politique, comme vous l'avez dit. Je donne un exemple. L'APV a été en essai depuis 2011. 2011, tout est ratifié et puis, bon, les gens donnent les raisons de la crise. Mais nous sommes à 13 ans, aujourd'hui, 14 ans qu'on a ratifié l'accord. On n'a même pas une licence FLEC délivrée. Et aujourd'hui, si vous voyez le niveau des mises en œuvre de l'APV au niveau de la bourse africaine, si je n'exagère pas, je vais dire que c'est à 20% ou à 30%. Parce que même la compréhension de l'APV, la perception de l'APV, vous allez voir que le vent, ils ont dit que l'APV, là, quand tu arrives au niveau du ministère des Eaux forêts, tu poses une question à quelqu'un sur l'APV, tu vas voir le secrétaire technique permanent. Or, c'est un processus national. Donc, au niveau national, si c'est inscrit dans la politique nationale ou bien dans la volonté, c'est une volonté politique qui a motivé vraiment la signature de cet accord-là. Je crois qu'on devait être déjà très avancé. Et comme on le dit, c'était une condition pour exporter à l'international parce que avant de la situation, il y avait cette promesse de combien de milliards. Et peut-être le gouvernement pensait qu'après signature, surtout, il va avoir les milliards là pour travailler avec et c'est ce qu'ils ont ratifié. Mais quand on revient sur la diversification, comme tu l'as dit, il y a beaucoup à faire. Ce qu'il il y a beaucoup à faire. Parce que, par exemple, la PV, il y a une vérification de la légalité, SVL. Ça, c'est le gros lot du système pour suivre la vérification de la légalité au niveau national. C'est l'année se passée qu'un projet a commencé avec la FAO qui ont de mettre de rédiger le bâtiment qui va habiter le SVL. Mais tout le système, dernièrement, on avait eu une constatation sur le système de prêt de l'égalité. Mais ce processus-là reste à désirer. Donc, du coup, vous allez voir que la diversification même du processus pose problème.
Parce que je vois que c'est une portion de personnes qui maîtrisent le processus, une portion de personnes qui s'approprient du processus. Donc, du coup, lorsqu'on arrive dans notre département, qui même est impliqué dans le dans le processus, vous allez voir que les gens se désintéressent parce qu'ils n'ont pas percé le bien fondé du processus. Ouais, donc, au niveau de l'investigation nationale, je peux vous dire franchement que s'il faut vraiment délivrer la licence il nous faut encore au moins 5 ans, si je peux le dire. Ce que je connais du processus universitaire, parce que tous les processus, presque tout le processus de la PBONS, j'ai fait des études de constatation sur le processus. Donc, vous allez voir qu'il y a un véritable problème sur l'appropriation du niveau national et puis sur l'administration du processus. Voilà ce que je peux vous répondre si c'est clair ou bien je suis d'accord avec sur ce point. Merci, Chancel. Je vous je vous remercie, Monsieur Ndomakra. Une question de Monsieur Mbaye Ramadji. Je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Désolé, bon, j'ai pris le train en marche. Euh, j'ai au moins loupé 10 à 15 minutes de la présentation. Donc je ne sais pas. Est-ce que euh, vous avez pu énumérer ces éléments et puis je n'ai pas pu écouter, je ne sais pas, mais je vais quand même poser la question. J'aimerais savoir, par rapport à la protection de l'environnement, de nos jours, les pays ont ratifié les accords et il est demandé que les projets qui doivent être financés par les bailleurs de fonds, l'Union européenne, que ce soit le Fonds vert pour le climat, le PEN, tout ça, ces projets doivent être alliés par rapport aux priorités nationales, c'est-à-dire les stratégies et politiques climat nationales. Mais bon, dans vos explications, vous avez parlé des réalités nationales. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que au niveau de l'Union européenne, cet aspect de l'alignement des projets climato-bancables sont pris en compte ou pas? Parce que je suis un peu perdu dans vos interventions. Donc, est-ce que vous pouvez un peu m'éclaircir cet aspect? Merci. Vous pouvez revenir, répéter la question, j'ai un peu de difficulté à vous suivre. Je peux la reformuler si vous voulez. Donc, je pense que Oui, Monsieur oui, oui, vas-y, Chancel, merci. Mahiramachi parle des projets qui ont lien avec le changement climatique. Donc, est-ce que ces projets, pardon, euh, est-ce qu'ils sont pris en compte en fait dans les réglementations que vous avez citées, les différents projets qui intéressent le changement climatique en fait, qui sont il a mis climato-comptable. C'est l'expression qu'il a utilisée, le terme. Si vous voulez reformuler, monsieur Maïramadji, ou Oui, s'il vous plaît, je merci. disais, je disais, est-ce que dans la réglementation de l'Union européenne pour la question des projets de la protection de l'environnement en Afrique, est-ce que ils prennent en compte au niveau de l'Union européenne les aspects de l'alignement des projets en ce qui concerne euh, les documents nationaux, surtout les CDN, la stratégie nationale contre le changement climatique? Est-ce qu'ils s'appuient sur ces documents comme critère de sélection des projets qu'ils financent au niveau de l'Union européenne? Ok, merci, j'ai bien suivi ta préoccupation. Euh, Là, il y a j'ai deux réponses. L'autre, parfois les politiques au niveau national, les stratégies existent avant les réglementations. Parfois, c'est la réglementation qui existe et qui oblige les pays africains à développer des stratégies ou des documents qui peuvent répondre à leurs exigences. Bon, là, on va aller au-delà de l'Union européenne. Je prends par exemple le Fonds vert climat, donc sur le constitution au niveau national. Pour accéder au fonds au niveau du Fonds vert climat, il faut que le pays puisse avoir un programme pays. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Et donc, vous voulez engager une discussion avec le Fonds vert climat. La base qui peut suivre après, pourra avoir
projet de jeunesse de renforcement de capacité pour vous préparer. C'est d'abord un programme pays qui met en place une baseline, des projets, tout ça là-dedans. D'abord, il faut que le pays ait un programme pays. Donc, du coup, lorsque vous allez, il faut revenir faire développer votre programme pays. C'est à base de ça que le gouvernement peut commencer les négociations et puis ce qui va après. Du coup, à ce niveau, vous allez voir que le document n'existe pas, mais c'est une question du bailleur qui oblige les pays à développer ce document-là. Par exemple, aujourd'hui, on parle de NAPS sur le plan d'adaptation. C'est des documents qui n'existaient pas au moment on avait le Panama, mais aujourd'hui, les choses ont pris une autre forme. Maintenant, il faut développer les NAPS. Donc, parfois, c'est la réglementation qui vient avant les exige aux pays africains de développer les, les, les stratégies de documents. Parfois, les documents viennent avant et les réglementations viennent après. Dans ce contexte, souvent, l'Union européenne prend toujours en compte les aspects nationaux, nationaux en termes de l'environnement. Parce que, d'abord, vous allez voir même que euh, les programmes ou les projets que l'on va mettre en œuvre vont dire que d'abord, c'est l'alignement des documents de politique nationale pour le projet. Donc, vous posez un projet, l'alignement de votre projet sur la politique au niveau national. Donc, du coup, l'Union européenne ne pourra pas se détacher de la politique nationale en termes de l'immigration pour un projet qui va, par exemple, au niveau national, si le pays promet la conservation totale, mais l'Europe ne pourra pas exiger ce que un projet d'exploitation va venir et puis il va leur dire que bon, il va y avoir la volonté politique, la stratégie politique de la politique nationale. Donc, vous avez la rotation politique aussi importante dans la prise de l'Union européenne. Même s'ils lancent des projets, toute une forme, la rotation politique nationale est, est prise en compte. Par exemple, je reviens au Fonds vert climat. Euh, Projets qui doivent être proposés, ça s'aligne dans la vision, tout pays doit respecter. Donc, pour ce que je dis, il y a deux aspects. Parfois, la réglementation vient avant les politiques ou les stratégies. Parfois, ça vient après. Et quand ça vient après, forcément, ça respecte au moins les orientations politiques nationales. Donc, voilà les deux, je pense que je pourrais donner à votre question. Parfait. Je vous remercie, Monsieur Ndomacra, pour vos éclaircissements. Je vais juste revenir sur les commentaires qu'on a eus dans le chat. Donc, Monsieur Boniface qui nous dit, qui indique que un projet a une durée de vie. Il estime que la question est de savoir comment pérenniser les acquis. À cet égard, il pense que l'appropriation du projet par les acteurs permet d'assurer la durabilité. Monsieur Boniface, est-ce que vous voulez intervenir de vive voix ou vous voulez rajouter d'autres éléments sur votre commentaire? Bon, c'était juste un commentaire, hein, il n'y avait pas de... Donc, si sa question, c'est comment savoir comment pérenniser les acquis. Donc, voilà. Et ensuite, une intervention de Monsieur Christian Zogo qui dit merci, qui vous remercie pour votre présentation et il souhaite savoir est-ce qu'il est possible d'avoir une documentation sur le sujet. Donc peut-être si vous avez un article, enfin si vous avez des éléments à nous proposer, ou je pourrais envoyer à ceux qui étaient présents voilà, au webinaire pour qu'ils puissent alimenter leur réflexion à ce sujet. Oui, Monsieur Boniface, vous voulez intervenir? Votre micro est branché, mais on ne vous entend pas. Non, le son ne passe pas. Est-ce que vous avez des derniers commentaires, Monsieur Dobakra, ou alors la salle sur la présentation, sur les éléments en lien avec la réglementation environnementale européenne qui intéresse le continent africain? Sinon, Monsieur Dobakra, s'il n'y a pas d'autres ajouts de la salle et de nos collègues, vous pouvez, voilà, si vous avez une conclusion ou voilà, un dernier mot en lien avec votre intervention à nous partager. Et après, nous, voilà, nous mettrons fin au webinaire. Je vous remercie.
Ok, merci beaucoup, Chancel. Mais le dernier mot, c'est beaucoup plus pour nous, les pays africains, hein, pas pour l'Union européenne. Et d'être au moins engagé dans la protection de l'environnement. Et vous allez voir que lorsque les initiatives viennent d'ailleurs, il y a cette difficulté d'appropriation. Or, si quand ça émane de nous-mêmes, vous allez voir que ça passe comme sur les roulettes. Et là, c'est de un. Et de deux, il ne faut pas qu'on reste à la capitale, initier des projets de l'environnement et autres. Il faut que ça soit décentralisé. Regardez, aller auprès de ceux qui subissent les impacts, prendre leur consentement, voir les réalités, c'est-à-dire leur véritable besoin en d'autres termes, avant de monter un projet pour protéger l'environnement. Donc, si vous montez un projet au niveau de la capitale, vous allez dans un pays, parce qu'il y a un appel à projet, donné, donc vous allez vous casser la tête sur l'appropriation. Or que si vous avez respecté le processus de consultation à la base et puis voir le véritable problème pour faire très bien pris au niveau national. Et aussi, vraiment, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Il faut qu'on puisse intégrer la question de l'environnement dans la priorité nationale. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos États signent des conventions, des traités, mais ils n'inscrivent pas la protection de l'environnement dans leur priorité. Si l'environnement, c'est pas seulement inscrire l'environnement dans la priorité en train d'inscrire, mais des activités concrètes pour protéger l'environnement. Je crois que on n'aura pas à subir ces conséquences-là que nous subissons aujourd'hui. Bon, voilà ce que je peux dire en deux mots sur ma présentation. Et aussi, bon, je me permets, je peux remercier aussi l'association Chancia que je suis toujours. Bon, pour la petite histoire, c'est Chancia qui m'a intégré à l'Académie africaine des produits internationaux, l'ex Climatica, en participant aux sessions d'été et autres. Oui, je me souviens, Lorsqu'elle oui. m'a demandé d'intégrer le groupe, je suis arrivé, le groupe Chancia est parti. Donc, c'est moi qui l'a repassé qui a pris son poste après son départ. Je dis, mais finalement, vous avez la fait Ah, exprès félicitations, de m'amener félicitations. ici pour me dire quelqu'un et est parti. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Chancia. Depuis, j'ai suivi à travers les publications. J'ai publié depuis, je crois que c'est ma 4e publication dans la revue. Donc, c'est un plaisir pour moi de voir les fils et les filles du pays travailler sur la protection de l'environnement. C'est un plaisir. Encouragement et félicitations pour j'enseigne tous ceux qui sont c'est un samedi, vous pouvez faire autre chose, mais vous avez plus de votre temps. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Merci, merci Stanislas. Ben, c'est un plaisir aussi. Et voilà, donc, comme vous le savez, Jeunesse africaine pour l'environnement, c'est vraiment une plateforme de, voilà, de vulgarisation de toutes nos connaissances en tant qu'experts dans les matières pluridisciplinaires qui intéressent notre continent. Et voilà, donc, voilà, que ce soit à travers la revue pluridisciplinaire où nous écrivons tous, ou alors à travers, voilà, maintenant les webinaires que nous organisons à JAE. Donc, c'est toujours un plaisir de recevoir les différents contributeurs de la revue et même les nouveaux aussi, ceux qui n'ont pas contribué enfin, de façon écrite, mais qui souhaitent voilà, intervenir sur des thématiques environnementales qui intéressent notre cher continent africain. Une question de Madame Tapimali, et on va, je pense, clore le webinaire, c'est elle souhaite avoir le mail de l'expert. Je pense que Monsieur Ndobakra, on pourra partager votre mail. Enfin, je ferai un mail avec les documents que vous nous enverrez. Je ferai un mail aux différents Mhm. participants. Comme ça, ils auront vos contacts. Voilà, comme ça, vous pourrez échanger la suite du webinaire. Merci à tous de votre participation et votre intérêt. On sait très bien que c'est un samedi matin, donc merci à tous d'être venus. Et à très bientôt pour le prochain webinaire. Je prends le troisième qui sera le 21, non, le 22 juin prochain. Voilà. Mais on publiera sur les différents réseaux et vous saurez la thématique qui sera en jeu. Merci à tous. Bon samedi et bon week-end. Au revoir, merci. Merci. Merci, bon week-end à tout le monde. Merci.